Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Late & Smart. Comme tous les soirs, nous allons tenter ensemble, pendant une heure, de mieux comprendre l'actualité économique du moment. Au sommaire de cette émission, Facebook finira-t-il par plier face au gouvernement australien? Nous reviendrons avec nos invités sur le conflit qui oppose le géant du numérique et les médias australiens défendus par le gouvernement. Au centre, ce projet de loi qui vise à contraindre les géants de la tech à rémunérer les médias pour la reprise de leur contenu. En pleine campagne de vaccination, ce sera maintenant aux entreprises de vacciner leurs salariés à partir de cette semaine. Est-ce le rôle des entreprises d'assurer cette vaccination? Les entreprises en ont-elles les moyens? Nous verrons ça dans quelques instants. Enfin, retour sur la bataille politique autour de l'épargne des Français. La Banque de France table sur un surcroît global d'épargne de 200 milliards d'euros. Ce montant pharaonique serait-il la clé de la reprise, comme le martèle le gouvernement? Comment mieux orienter cette épargne pour la mettre au service de l'économie? Nous poserons la question tout à l'heure à nos invités. Nos invités, d'ailleurs, sont là en plateau avec nous. Cédric Messina, PDG de MyCoach, start-up française, spécialiste de la digitalisation du secteur sportif, nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Jérôme Mathis, professeur à l'Université Paris-Dauphine et membre du BSI Economics, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. On commence, comme chaque soir, cette émission avec l'apéritif du jour. On s'arrête aujourd'hui sur le conflit entre le géant Facebook et le gouvernement australien. Comme chaque soir, en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, la décision du ministère de la Santé australien qui suspend toute publicité sur le réseau social Facebook. L'Australie est en effet depuis plusieurs semaines en conflit avec le géant américain au sujet d'un projet de loi. Une loi qui vise à imposer aux géants de la tech à rémunérer les médias pour leur contenu. Facebook s'y oppose et a lui bloqué jeudi tous les contenus médias de son réseau. Le gouvernement riposte et cesse à son tour la diffusion de toute publicité sur le réseau social. Encore une fois, c'est la question de la régulation des GAFA qui est soulevée. Cette décision de l'État australien peut-elle faire office d'exemple pour les autres pays, notamment l'Europe? Qu'en pensez-vous? Comme d'habitude, on a un bras de fer entre le régulateur d'un côté et puis les géants du web de l'autre. Alors ici, c'est Facebook, c'est Google. La presse attaque Facebook en disant, je pense que c'est une attaque qui est pour le coup tout à fait légitime. Il reproche à Facebook d'être un petit peu parasite, puisqu'il se nourrit gratuitement sur le travail des journalistes. Et puis Facebook, quant à lui, rétorque qu'il faudrait plutôt voir cette relation comme une symbiose, puisqu'il prétend amener du contenu, amener du lectorat à cette presse, et il vient de le démontrer quelque part, même si ça doit faire très mal, mais le fait qu'il ait bloqué l'accès, comme vous venez de le dire, ça a fait qu'ils ont vu les visites en ligne chuter. Voilà, donc derrière ça, alors peut-être qu'on en reparlera, mais il y a aussi l'enjeu de la vérification de l'information. Il se trouve que dans ce bras de fer, quand même, il faut dire que Facebook, c'est un combat, je dirais, un petit peu symbolique, parce que je pense que le groupe craint que ça fasse jurisprudence à l'international ensuite. On pourrait très bien avoir demain d'autres gouvernements qui montent à la charge sur ces questions-là. Et puis, Facebook, finalement... Beaucoup de pays regardent avec attention ce qui se passe en Australie, parce qu'en effet, Facebook peut s'inquiéter peut-être de l'implication des États, notamment européens, sur cette question. Exactement. Alors, ce soit face à l'Europe ou même des États-Unis. Mais Facebook, finalement, a joui d'un pouvoir de négociation face à l'Australie qu'il n'aurait pas demain face à l'Europe ou les États-Unis. Donc, c'est un peu un champ de bataille qui fait figure d'essai. Et la bataille est symbolique là-dessus. Pourquoi ce qui se joue en ce moment en Australie est important? C'est important parce que là, je prends le contre-pied. Je pense que c'est plutôt une défiance en fait des GAFA. Je crois que ils s'attaquent quand même à un gouvernement tout entier en essayant de les faire reculer. Vous avez un Parlement qui passe une loi et qui est attaqué et qui est menacé. Je crois que jamais on a été aussi dépendant à des entreprises planétaires. Facebook, c'est quand même 2,5 milliards de personnes qui sont contrôlées par une seule et même entité. Je crois que là, on se rend compte... Moi, je suis plutôt inquiet de la défiance qui va que s'accentuer. C'est-à-dire qu'on l'a vu, nous, avec la taxe GAFA. L'Australie a reculé. Quoi qu'on dise, elle a reculé. Elle n'a pas imposé sa loi. Ils ont discuté. Je crois que c'est jamais de souvenir, de mémoire. Jamais on a vu un tel conglomérat prendre autant d'importance au niveau mondial. Et encore, on a loupé l'association qui a failli se faire avec Google. Alors là, c'était le pompon pour nos amis australiens. Parce que c'était ça. Ouais. On a vu qu'en un quart de clic et en bloquant les contenus,
C'est 20% du trafic publicitaire qui a été généré en moins. Non, c'est inquiétant. Il se pose la question. Il est en train de nuire à sa réputation, Facebook, en ce moment? Ah non, du tout. C'est plutôt souveraineté égale puissance. C'est la puissance perdue par les États, là, pour moi. Et clairement, c'est se dresser, en fait, en disant, écoutez, regardez, en 2 temps, 3 mouvements, on peut mettre à mal et on peut défier n'importe quel pays, et comme ils ont pu le faire. Il faut rappeler qu'il y a une question de la dépendance de la presse aussi, sur cette question-là. C'est-à-dire qu'en même temps, accord, il y aura, mais il va y avoir un accord qui va s'en suivre avec... tout le monde se souvient de la taxe Google chez nous, en Europe, et qui, clairement, quand forcément vous financez, je crois qu'en Europe, c'était 20 millions d'euros par an ou quelque chose comme ça, c'est quand vous financez en fait la presse qui se doit d'être indépendante, forcément vous la contrôlez un petit peu plus. Donc c'est un moyen aussi de discuter avec et de défier Murdoch sur ses terres, parce que ce qu'il y a en filigrane derrière, c'est Murdoch qui est l'empire vieillissant, en fait, c'est le siècle dernier, hein, si on peut comparer, à Facebook qui se veut et qui sera le média de demain, qu'il est déjà à travers sa diffusion. Et clairement se pose la question de se dire de quelle manière je bloque du contenu qualifié et je laisse passer des contenus complotistes et autres désinformations et qui polluent sur le web. Donc avec ce jeu-là, en fait, on se rend compte que les GAFA ont un pouvoir politique que les autres n'ont plus ou n'ont pas. Avec le confinement, on va voir que les prochaines élections vont se jouer sur Facebook. Jérôme Mathis, vous le disiez, l'Australie a-t-elle les épaules pour gagner cette bataille judiciaire? Vous le disiez, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe non plus. Sur son terrain peut-être, mais ce qui est attendu bien sûr, c'est le comportement de plus gros acteurs. Sur juste un mot pour compléter sur l'aspect de la vérification de l'information, c'est que, on le sait, beaucoup d'internautes sont piégés dans des boucles de réalité alternatives, puisque les algorithmes de ces réseaux sociaux, ils sont programmés pour exploiter notre biais ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est le biais par lequel on aime bien être présent, qu'on nous présente des informations qui nous confortent dans nos préjugés. Je vais lire un tweet par rapport à ce que vous dites, Jérôme Mathis. Je vous laisse continuer ensuite. Un tweet de l'AFP. En Australie, les géants internationaux de la tech, Facebook, Google, Twitter, Microsoft, ont présenté à la demande du gouvernement un code de bonne pratique destiné à réduire la propagation des fausses informations sur Internet. Je vous laisse oui, c'est vraiment ça le débat. Je crois que c'est un débat qui est encore plus... Parce que là, le premier aspect, c'est un aspect qui confronte des modèles, des business models. Le business model de Facebook ou de Google et celui de la presse, c'est quelque chose d'important. Mais la question de l'accès à l'information et de son traitement, là, on touche véritablement à des enjeux qui dépassent la comptabilité ou le profit d'organismes privés. Ce sont des enjeux sociaux. Et comme je disais, ce biais de confirmation, il a toujours existé. C'est juste qu'il a toujours existé parce que même avant Internet, le lecteur qui était plutôt à gauche achetait, on va dire, le journal Libé, celui plutôt à droite, le journal Le Figaro. Chacun ayant, je dirais, une interprétation des faits en tirant un petit peu vers son idéologie politique. Mais ça reste quand même fait par des professionnels, Et ce qui est dingue avec ces réseaux sociaux, c'est que maintenant, il n'y a plus aucun filtre et qu'il y a une altération des faits, on raconte n'importe quoi. Alors, l'aspect, je dirais même théorie du complot, parce qu'il y a beaucoup de conspirationnistes qui s'agrègent sur ces réseaux sociaux. C'est nourri, je pense, même psychiatriquement, d'un fond de paranoïa. Il y a une faible proportion de la population, quel que soit le pays, qui adhère à ce genre de thèse. Le problème des réseaux sociaux, c'est que ces gens-là s'agglomèrent, ils ont l'impression, ils sont confortés dans leurs croyances, d'autant plus qu'ils sont des millions, alors qu'autrefois, dans le village, on était 2 ou 3 à partager ces thèses complètement folles. Aujourd'hui, on se retrouve dans des groupes Facebook, et puis on se motive. C'est l'envahissement du Capitole aux États-Unis, c'est tout ça. Voilà. A contrario, Google, lui, a signé un accord. Google a cédé. Oui, il a cédé par la force des choses. C'était entre le marteau et l'enclume. De quelle manière ils allaient aborder ça? Parce que Facebook, c'est Insta, c'est WhatsApp, c'est non, c'est le début d'une ce qu'on disait tout à l'heure. J'adore cette phrase. C'est Eco, l'écrivain italien, qui disait ces gens qu'on attendait la plupart du temps dans des balles, dans des bars de village et dans des clos de boules qu'on entend maintenant sur la toile et qui ont une force non négligeable. Mais cette indépendance de la presse, c'est qu'une problématique, comme il y aura la problématique Netflix avec les chaînes de télé hertziennes, comme il y a eu Amazon, ou comme il y a toujours Amazon. Je crois qu'il se pose le principe de la souveraineté, de savoir comment, au-delà de la défaite, parce que je pense qu'on est dans une défaite sur le B2C, c'est un débat aussi, mais
qu'on ne posera pas ce soir. C'est on aura peut-être le temps d'aborder une autre fois. Comment aujourd'hui on arrive à pouvoir combattre en fait ce type de conglomérat qui nous échappe totalement. Et je ne suis pas négatif, hein, c'est qu'ils ont pris une telle puissance que c'est Netflix qui fera le prochain journal de 20h dans 5-10 ans, il n'y a pas de problème. Et clairement, parce qu'ils ont la puissance, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là ont très peu d'employés dans les pays domestiques. Donc il y a un vrai problème d'équilibre économique entre notamment les impôts qui sont prêts à payer ou pas, parce que c'est ça l'essence même de la discussion. Le fond du sujet, en tout cas pour les États. Et le nombre d'employés qu'ils peuvent avoir et la valeur qu'ils acquièrent sur le pays. Voilà, c'est un débat qui est que le début d'un bras de fer qui va durer des 10 années, des décennies pour contrôler ce type de plateforme. Le CDE continue de travailler ardemment sur une taxation GAFA, hein, quand même. Ils ont pas. Voilà. C'est ce qu'on disait. Non, mais je crois. Les États-Unis créent, les Chinois copient, nous on légifère. Ça n'a jamais été autant d'actualité. On verra ce que ça donne. Moi, j'ai bon espoir. Bon, dans le CDE, il n'y a pas que l'Europe, hein, il y a des pays développés. Donc, non, j'ai bon espoir. On verra. Il faut être un petit peu patient. En tout cas, on l'a compris, c'est le début d'un long bras de fer. Merci à tous les deux, vous restez avec nous. On passe tout de suite à notre premier débat. On parle ce soir de vaccination en entreprise. Ce n'est plus qu'une question de jour. La médecine du travail va commencer à vacciner les salariés en entreprise contre le Covid-19. Pour l'instant, seuls les salariés âgés de 50 à 64 ans auront droit au vaccin. Le secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail précise également que cette campagne s'appuiera uniquement sur le vaccin d'AstraZeneca. La vaccination en entreprise était initialement prévue au moment de la généralisation de la vaccination. Que pensez-vous, Cédric Messina, de cette décision d'avoir anticipé le processus ? J'ai un problème avec anticiper, mais clairement. Avec ce débat de la vaccination. Voilà. Il y a assez de personnes qui donnent leur avis sur la vaccination. Je ne vais pas y rajouter encore. Je pense que ça truste tous les plateaux télé. Non, déjà, est-ce qu'il faudrait avoir des vaccins ? Moi qui viens d'un territoire qui fait l'actualité, c'est les Alpes-Maritimes et Nice. Donc les politiques n'étaient pas d'accord entre eux, le gouvernement non plus. Il y a eu des débats contradictoires. Tout ça pour avoir 3500 doses sur un territoire qui a 1 million d'habitants. Donc, moi qui ai plusieurs sociétés sur les Alpes-Maritimes, je me pose la question de savoir qu'avant de savoir si on va pouvoir ou si je suis d'accord, est-ce qu'on aura les vaccins ? Ça, c'est l'étape préalable, je pense, pour moi, avant toute réflexion. La deuxième, c'est, sans critiquer, je trouve qu'il n'y a pas assez de lisibilité. Effectivement, on ne peut... Encore une fois, c'est flou. Non, vous savez, sur le premier confinement, il y a eu toute des documentations sur comment le télétravail, comment gérer le travail, comment le geste barrière, etc., etc., pour que 3 semaines après, ça vole en éclats, pour qu'on reconfine. En fait, on navigue à vue. Et la vaccination aujourd'hui, quand vous parlez à toutes ces PME qui souffrent, la plupart qui vont devoir affronter post-crise, le remboursement des GPE, des PGE, notamment une vraie crise économique qui va arriver. Au-delà de la crise sanitaire, on est tous d'accord pour dire crise sanitaire, crise économique, crise sociale qui suit. La vaccination, oui. Moi qui suis dans une start-up où la moyenne d'âge est de 27 ans, sur 40 personnes, je me dis, avant de me poser la question... Non, mais c'est clair. Je crois que c'est une réflexion pour les grands groupes. Donc on va prendre le CAC 40, on va leur dire, écoutez, mettez des RH, investissez, etc., faites les vaccins. Et en fait, c'est plutôt ça. Je crois qu'il n'y a personne qui se reconnaît aujourd'hui, en tant que patron de PME, dans une campagne de vaccination. Mais vous êtes quand même, moi, je suis pour, avec un centre de médecine de travail. J'imagine quand vous avez un de vos employés qui a un souci de santé, il peut consulter un médecin du travail, même si ce n'est pas vous son employeur. Non, j'imagine que vous êtes affilié à des... En tant que TPE, PME, on se sent exclu de ce débat sur la vaccination en entreprise. Oui. Aujourd'hui. Oui, je ne devrais pas dire ça parce que je suis engagé au MEDEF, etc. Mais oui, en fait, oui. Ouais. Non, pour moi, c'est un saupoudrage. Parce qu'on n'y croit pas pour des raisons de logistique ou parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement, comme vous le disiez ? On est concentré aujourd'hui. Moi, je suis dans une start-up qui est dans le sport. Moi, on est concentré. Je pense que aujourd'hui, mon engagement de dirigeant est plutôt dans le RSE, dans amener une quiétude aux employés, notamment dans la pérennité de l'entreprise, que de leur dire il va y avoir un vaccin, alors que tout le monde, dès qu'on ouvre un journal ou on se met sur BFM ou qui vous voulez, on se rend compte que chacun dit la sienne et qu'il n'y aura pas assez de vaccins pour tous. Donc le temps de faire de la pédagogie, je préfère la faire pour leur donner une visibilité dans le modèle économique qu'on est en train de créer en France, que d'avoir un avis tranché sur le vaccin. Si on peut faire le vaccin, effectivement, notre DAF
Et la DRH s'en occuperont pour rentrer dans les critères comme on l'a toujours fait. Mais effectivement, quand vous me le mettez comme ça, j'ai eu beau chercher à avoir une réponse intelligente et intelligible, je n'ai pas trouvé. Jérôme Mathis, vous entendez ce discours de Cédric Messina de dire que ce n'est peut-être pas le moment pour les entreprises, oui, je l'entends bien, pour les plus petites entreprises, de penser à la vaccination au sein même de leur organisation? Oui, bon, on est à flux tendu tant pour l'approvisionnement des vaccins qu'une fois qu'on les a, pour les distribuer. Je crois que en France, on recense plus de 5000 médecins du travail quand même. Une fois qu'on aura vraiment toutes les doses, les injections, on saurait, il ne faudrait pas s'en passer de ce service-là de la médecine du travail. Bon, alors déjà pour d'emblée désamorcer ce qui pourrait faire polémique, il faut bien voir que ce que propose le gouvernement ici, c'est véritablement c'est sur la base du consentement. C'est-à-dire que ce sont des médecins du travail qui se portent volontaires face à des employés 50, 64 ans, je crois, la tranche d'âge, dits plutôt vulnérables, mais qui sont consentants. Et dont on va assurer la confidentialité également. Et on assure la confidentialité, c'est-à-dire que mais écoutez, l'employeur, vous le savez, vous êtes employeur, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas accès au dossier de santé de vos employés, puisqu'il y a cette médecine du travail qui fait intermédiaire entre les deux. Et puis, quant à l'obligation, eh bien, tant que ça n'est pas inscrit noir sur blanc dans le code de santé publique, ça n'est pas obligatoire. Donc, vous n'avez aucun employeur qui pourra l'imposer de fait à ses employés. Bon. Il y a des précédents. Alors, dans les secteurs de la santé, notamment les maisons de soins, les hôpitaux, vous avez le personnel qui est obligé d'avoir déjà le vaccin contre l'hépatite B, la DT polio, diphtérie, tétanos et poliomyélite. Et là, ce serait simplement d'étendre cette liste. Moi, je n'y vois pas en tout cas de sujet polémique. Je pense que c'est important de pouvoir le faire. On peut se poser la question quand même si l'entreprise est le lieu pour vacciner. Elle est le lieu d'une part parce qu'on a pris du retard. Pour deux raisons, elle est le lieu, je pense. D'une part, on a pris du retard dans cette campagne de vaccination qui va quand même coûter parce qu'entre-temps, l'employeur, il se doit quand même de fournir un espace sécurisé à ses employés. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On adopte des mesures de distanciation au sein de l'entreprise. Ça nuit quand même à l'activité économique. Il y a aussi une responsabilité morale pour l'activité de l'entreprise de ne pas contaminer des clients. Donc, en attendant que les gens soient vaccinés, on a une activité économique qui est, je dirais, restreinte. Et puis, la deuxième raison, c'est celle que j'énonçais tout à l'heure, c'est de se servir de ce bras armé, de ces plus de 5000 médecins du travail qui ont l'habitude de ce genre de protocole et qui pourraient aider à ce qu'on gagne un petit peu, à ce qu'on accélère la campagne. Cédric Messina, on a stigmatisé l'entreprise comme lieu principal de contamination, selon vous. C'est peut-être pour ça aussi que c'est important aujourd'hui de mettre l'entreprise comme une réponse, comme une solution? Oui, parce que c'est comme sur les charges et les impôts, c'est toujours plus simple de s'en prendre dans l'entrepreneur. Je crois qu'un des endroits où il y a le plus fort taux sont dans les quartiers, et c'est plus compliqué de s'attaquer à un quartier et de faire respecter le masque et autres gestes barrières. Donc l'entreprise, effectivement, c'est un lieu tout trouvé. Maintenant, moi, à titre personnel, on essaiera d'être les bons élèves, de respecter mais c'est très compliqué encore de mettre le poids de la vaccination sur le dos des entrepreneurs qui vont devoir... Pour moi, je vois l'entreprise de demain ou des jours qui viennent comme le vigie de l'économie. Il faut encourager une jeune génération d'entrepreneurs. Il faut doper la création de valeur. Et je crois qu'on a tout intérêt à se concentrer là-dessus, sur le renouveau, sur ce qui va, on va dire, l'économie de demain, celle qui va s'affronter au GAFA, celle qui va essayer de digitaliser les pratiques, de changer l'économie, voilà, qui peut être capable en fait de tenir et d'éviter qu'il y ait une crise profonde qui entraîne une crise sociale. Et la vaccination, comme on l'a dit tout à l'heure, on sera les bons élèves, mais je suis pas sûr que ça soit... Vous parlez du poids de la vaccination, ça veut dire que vous avez peur d'être tenu peut-être responsable si jamais il y a un échec? Oui, parce qu'on va venir vous voir en interne. Si, pour être clair, on l'a vu, nous, avec les tests au départ, sur les tests généralisés. Ouais. On peut faire une analogie avec les tests généralisés, mais c'était incompréhensible. Le deuxième, c'était sur... Alors, je donne des éléments factuels. C'était sur le cas contact. Bon, donc vous avez un employé qui vous dit « je suis cas contact ». Impossible de vérifier. Combien de temps ça dure? Donc en fait, il y avait la valse des cas contacts entre les bons et les mauvais élèves, sans vérification possible. Et celui qui porte le poids aujourd'hui du confinement, des fermetures, du vaccin c'est toujours le plus simple, c'est l'entrepreneur, alors que normalement, c'est celui qu'on devrait protéger pour qu'il tienne l'économie et qu'on évite la troisième vague qui sera la crise sociale qui va arriver avec une vague de licenciements. C'est un avis personnel et tranché sans doute, mais je crois que
c'est pas à l'entrepreneur aujourd'hui de soutenir et de porter tout ce poids-là de la vaccination. Parce qu'il n'en a pas les moyens, déjà ? Déjà, on n'a pas de réglementation sur le prix, etc. Est-ce qu'il y a une participation financière ou pas ? Mais je ne pense pas. Mais dans l'explication qui va venir, on n'a pas les moyens humains. Il faut aujourd'hui qu'on se concentre sur les modèles, sur le financement, il y a le remboursement du PGE qui va atteindre une grosse partie des entreprises, qui va mettre à mal cette économie. Donc, je crois qu'on ne va pas rajouter encore une nouvelle problématique interne qui est difficile à gérer. Jérôme Mathis, après le télétravail, maintenant la vaccination, est-ce que cette crise a rendu l'entreprise un lieu d'expérimentation quelque part ? On est dans un monde en mutation et leurs entreprises, elles s'adaptent à ce monde. Elles ont su s'adapter face au télétravail. Elles ont toujours su s'adapter. L'entreprise, c'est bien ça. C'est le lieu qui justement, quand je parle de monde en mutation, c'est les vases communicants. C'est dans les deux sens. C'est à la fois ça vient des entreprises ou quand ça vient pas des entreprises, elles s'adaptent. Il y a un petit, en parlant de responsabilité de l'employeur que vous évoquiez, il y a un petit enjeu, je dirais, enfin, c'est un détail, mais c'est un petit enjeu de droit dans le Code du travail. C'est que pour le personnel dont je parlais, le personnel qui œuvre dans les établissements de soins, ils sont obligés de se vacciner. S'il y a des effets secondaires, l'employé peut se retourner contre son employeur, puisque c'est dans le cadre du travail. Et donc la petite question de droit qui va se poser, c'est est-ce que l'employé qui reçoit donc son vaccin Covid en cas d'effet secondaire, est-ce qu'il assigne est-ce qu'il se retourne contre son employeur ou pas ? Je pense qu'il serait de bon ton de la part du législateur d'enlever les effets secondaires du Covid-19 de l'enlever de cette responsabilité de l'employeur. Si on veut que la vaccination marche en entreprise. Bien sûr, c'est pas à l'employeur, je dirais, de prendre sur ses épaules cette responsabilité. Je voudrais revenir sur ce que disait Cédric Missena tout à l'heure. Y a-t-il un risque quand même de discrimination entre les entreprises, avec d'un côté les TPE et les PME, et d'un autre les grands groupes qui ont, eux, les moyens, en effet, de lancer une vaccination à grande échelle ? Bon, l'idée avancée par le gouvernement, c'est que la vaccination ne se fait pas au sein même de l'entreprise. On se rend en tant qu'employé dans son espace santé où il y a la médecine du travail, et c'est là qu'on se fait vacciner, et l'employeur ne saura jamais, in fine, si on y a été ou pas. C'est quand même ça l'idée. Donc, c'est pas à vous de mettre quelque chose en place dans vos locaux, comme vous avez peut-être dû le faire pour les tests. Je ne sais pas, vous parliez des tests et peut-être que ça avait lieu dans vos locaux même. Non, sur les tests, c'était la même organisation. D'accord. Et quand même, ça posait problème. Il n'y a pas assez de tests pour tout le monde, comme il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde, donc forcément, ça pose un minimum de problèmes. Oui. Oui, vous ne croyez pas en la capacité du gouvernement à fournir assez de vaccins, c'est ça ? C'est pas moi qui crois, c'est les chiffres en fait qui le démontrent. Donc il n'y a pas à critiquer l'action du gouvernement. Je crois qu'à partir du moment où on a centralisé l'achat groupé au niveau avec européen, l'Union européenne, ouais. On est aujourd'hui dépendant de tout ça. Parce que qui dit entreprise, on aurait pu aussi, chaque entreprise discute avec une boîte américaine, achète, sous-traite. Je veux dire, à partir du moment où on a réglementé totalement à travers l'Union européenne, il faut respecter ce qui est fait. On lisait sur Moderna. Tout le monde connaît l'histoire de Moderna avec le PDG qui est français et qui disait j'ai eu le gouvernement français et est-ce que aujourd'hui j'aurais pu aider la France avant les autres ? Il y a toute une réflexion à mener là-dessus. Non, je crois que c'est la limite. Il y a plusieurs enjeux sur ce vaccin au-delà de l'entreprise. C'est les conséquences. En fait, tout à l'heure on a parlé de Facebook, on a parlé de la souveraineté, on a vu ce laboratoire nantais qui n'a pas pu lever des fonds. Quand on met en parallèle ce que Moderna a levé comme fonds plusieurs dizaines de milliards pour fournir en fait des vaccins à la terre entière. Non, on se pose la question. Où est Sanofi ? Où sont les labos français ? Je crois que avant de se poser la question, est-ce que les entrepreneurs aujourd'hui peuvent être capables d'accélérer la vaccination pour tous et pour notamment tous les employés ? Il faut se poser la question de la compétitivité des entreprises françaises, qui, à mon avis, est l'enjeu crucial des prochaines années. Pour le gouvernement, la vaccination, c'est la sortie de crise. Est-ce que pour les entrepreneurs, c'est pareil ? Oui, ça fait partie de la sortie de crise, mais cette sortie de crise, si on respecte les gestes barrières, elle peut être évoquée aussi. Après, ça voudrait dire qu'on condamne le télétravail, parce que jusqu'à présent, le télétravail a aussi permis de poursuivre l'activité. Non, je crois que la crise, comme on l'a vu, avec les beaux jours, en fait, il va y avoir d'autres discussions. Je crois que c'est d'anticiper, en fait, l'été où il y a eu une chute des cas contacts et des problématiques liées à la Covid. Donc c'est comment anticiper un été où il va y avoir une reprise et surtout comment anticiper l'an prochain. Est-ce qu'il y a une troisième année ? Est-ce qu'il n'y a pas de troisième année ?
Et je crois que ça serait irréfutable pour l'économie française. Pour revenir sur le télétravail, en effet, est-ce que cette décision est logique compte tenu du prolongement du télétravail au sein des organisations ? On prolonge le télétravail et pourtant on veut quand même que les salariés se vaccinent en entreprise. Oui, parce qu'on est encore dans l'entre-deux. Bon, je ne pense pas qu'on reviendra à 100% comme c'était avant le Covid. Les employés ont quand même goûté à ce télétravail. Pour certains, il a quand même une saveur non négligeable. Donc, on pourra rester avec 1-2 jours de télétravail. Il y a beaucoup de grands groupes qui ont déployé des moyens, justement, d'avoir une partie de leurs employés en travail depuis leur domicile. Je pense que, véritablement, ce sera le côté un petit peu, je dirais, aller positif dans la mutation du marché de l'emploi, ou en tout cas de la manière d'exercer son travail. Ce sera le côté un peu positif qui restera du Covid. Moi, je suis à fond pour cette vaccination parce qu'il est temps de desserrer l'étau. Voilà. Comment aider les entreprises, Jérôme Mathis, justement ? On est à fond pour la vaccination. Comment les aider, ces entreprises, à mettre en place ce processus de vaccination ? Mais les aider, le meilleur moyen qu'on a de les aider, c'est de ne pas leur demander de s'en occuper. C'est ça, le truc. Donc, je ne sais pas comment est régulée la médecine du travail. On parlait de grands groupes du CAC 40 qui ont des centaines de milliers d'employés. Bon, c'est souvent à travers le monde, ce n'est pas nécessairement en France, mais qui ont des infrastructures. On parle des TPME. Peut-être que certaines d'entre elles, des patrons, n'ont même jamais vu le médecin du travail qui s'occupe de ses employés. Donc, ce qu'il faut, c'est justement décharger ce poids à la fois en termes de responsabilité juridique et puis de logistique des employeurs. Ça n'est pas à eux de s'en occuper. Il faut qu'il y ait un relais mis en place par le ministère de la Santé pour organiser tout ça en termes de logistique. Il ne faut pas que l'employeur, comme disait Cédric Messina, porte le poids, en tout cas, ou la responsabilité de cette vaccination. 52% des Français sont pour une vaccination obligatoire en entreprise. On voit qu'ils sont encore mitigés, quand même, les Français, sur cette question. Est-ce que ça veut dire que 52% des Français sont pour la vaccination, ou c'est qu'ils sont pour la vaccination en entreprise ? Pour la vaccination en entreprise. Oui, j'entends bien, mais je me demande comment l'interpréter, ce chiffre. Je me demande, c'est peut-être un peu déplacé, mais je me demande si la pénurie n'a pas participé à finalement donner envie aux Français de se faire vacciner. Parce que avant même qu'il y ait ce problème de pénurie, les Français ne voulaient pas trop se faire vacciner. Enfin, une majorité d'entre eux déclaraient dans les sondages être réticents contre le vaccin. Et puis quand on dit aux Français, le vaccin, vous n'y aurez pas accès, tout à coup, ils le réclament. Donc je me demande si finalement cette histoire de pénurie, flux tendu, ne sert pas l'intérêt du vaccin finalement. C'est-à-dire qu'en définitive, les Français voudront se faire vacciner. Cédric Messina, vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord, bien sûr je suis d'accord, mais je ne comprends pas comment on ne l'accompagne pas du passeport en fait. Alors je ne vais pas reprendre ce qu'on entend de partout. Le passeport vaccinal ? Oui, c'est-à-dire que quand vous allez en Afrique, vous avez le contre la fièvre jaune, le vaccin contre la fièvre jaune, et vous ne rentrez pas dans le pays si vous n'avez pas votre papier jaune collé à votre passeport. Donc clairement, vous voyez, c'est des mesurettes en fait qui sont hyper pertinentes, bien entendu, mais qui pourraient s'accompagner. Allons jusqu'au bout de la démarche. Et se dire, voilà, vous avez votre passeport, vous êtes vacciné, vous avez votre passeport du coup pour rentrer et de revenir dans l'entreprise. Non, je crois qu'à un moment, on est dans une situation qui demande de trancher. Et je crois que ce que tout le monde réclame, c'est qu'il y ait des mesures fortes. Alors pour l'instant, on est dans l'entre-deux, parce que là, vous parlez ce serait d'une obligation, en fait, de réclamer à l'employé de se faire vacciner. Là, pour l'instant, on lui dit, ça n'est pas une obligation, c'est sur la base du volontariat. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on rendait la chose obligatoire, on n'a pas assez de vaccins. Mais la question, c'est la liberté individuelle. D'apprendre la différence entre Moderna et AstraZeneca, non, c'est quoi AstraZeneca. Bon, et les autres, et Sanofi qui arrive, etc. Donc il faut faire de la pédagogie, il va y avoir des formations en fait aux dirigeants pour connaître les... Non, mais il incombe au ministère de la Santé d'organiser tout ça et de ne pas laisser les entrepreneurs. Bon, vous avez, je crois, 40 salariés. Vous me disiez, il y a des entrepreneurs qui ont 2-3 salariés. Ce n'est pas à eux de s'occuper de ça, bien sûr. Clairement. Et c'est au ministère de la Santé de prendre les devants et de s'en occuper. Merci à tous les deux. On passe maintenant à notre deuxième débat de la soirée. On parle d'une bataille politique, celle autour de l'épargne des Français. Faut-il mettre l'épargne des Français au service de la reprise ? C'est la question que nous voulions poser à nos invités aujourd'hui. La Banque de France anticipe un surcroît global d'épargne de 200 milliards d'euros. Un surplus non négligeable quand on sait que le plan de relance s'élève, lui, à 100 milliards d'euros. Après les appels du gouvernement à la mobilisation de l'épargne des ménages, plusieurs élus proposent aujourd'hui de passer à une action plus radicale, notamment en la taxant davantage. Jérôme Mathis, pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à mobiliser ce surplus d'épargne comme il le souhaiterait ?
Ça passerait par toute une réforme fiscale. Il y a des élus qui font des propositions aujourd'hui, qui est de mobiliser. D'abord, l'épargne, c'est quoi? C'est les revenus qu'on ne dépense pas en consommation. Donc, c'est quelque chose que l'on retire à l'activité économique d'aujourd'hui. Mais cette épargne-là, elle va se traduire en investissement qui va donc nourrir l'activité économique de demain. Donc d'un point de vue macroéconomique, on a un arbitrage entre l'activité économique d'aujourd'hui et celle de demain. Et puis au niveau microéconomique, bien sûr, il y a un enjeu politique, puisque les gens qui épargnent, conformément à l'intuition, c'est les ménages les plus aisés. On sait que ce qui a été chiffré, je crois, c'est que 70% des ménages les plus aisés... Non, c'est 20% des ménages les plus aisés détiennent 70% de cette épargne. 70% de cette nouvelle contribution d'épargne. Donc il y a un enjeu de fiscalité qui est derrière. On est sur une crise économique actuellement. Donc il s'agit de mobiliser tout l'argent disponible pour venir soutenir cette activité économique. Et c'est en ça qu'il y a cet enjeu politique. Certains élus... Je voulais juste vous poser la question. C'est légitime, selon vous, de la part de l'État, de vouloir profiter de ce surplus ? On n'a pas trop le choix. Alors, ça dépend de la manière dont on va le faire. Il y a des incitations fiscales et puis il y a de la confiscation pure. Certains députés ou même sénateurs proposent d'aller directement taxer des dépôts bancaires à un certain taux pour constituer une manne, un fonds de guerre, je dirais, qui pourrait venir soutenir l'activité économique en termes de reprise donc, de cette activité. Là, il faudra qu'il y ait un débat politique là-dessus. Moi, je me pose la question, parce que forcément, les médias présentent souvent, d'une manière un peu sensationnaliste, 130 milliards, vous vous rendez compte? Alors, est-ce que c'est beaucoup, 130 milliards? Moi, je trouve que ce n'est pas énorme, en fait. Bien sûr, c'est beaucoup, puisque, comme vous le dites, ce n'est pas négligeable, disons, puisque, comme vous le dites, c'est plus que le plan du gouvernement de relance des 100 milliards. Donc, ça excède cela. Mais si on rapporte ça au volume total de l'épargne des ménages en France, c'est moins de 3%. Ce n'est pas si énorme que ça. Bien sûr, c'est tout à fait... on pouvait l'anticiper, que les ménages, quand ils sont confinés, en n'allant pas au magasin, n'allant pas au restaurant, ne voyageant plus, forcément ils consomment moins et donc ils épargnent. Il y a aussi une épargne de précaution, puisque beaucoup de ménages s'attendent... Ils n'épargnent pas pour la même raison en mars 2020 qu'en il y a un peu de tout. 2021. Je dirais qu'il y a un peu de tout, mais ce qui est certain, c'est qu'une part des ménages a bien compris que la fiscalité des années à venir allait être beaucoup plus lourde, ce qui est normal, mais donc c'est une épargne aussi de précaution pour préparer cela. Juste, je reviens un petit peu parce que l'aspect de la fiscalité, il est très intéressant, puisque aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de dépôts dans les banques, comptes alors ça peut être les livrets, ça peut être les comptes épargne, que ce soit pour le logement, pour l'assistance, voilà, tout ce qui est des liquidités. Et c'est en ça que l'épargne a beaucoup gonflé. Donc l'épargne en France, c'est quoi l'épargne des ménages? C'est 5 500 milliards d'euros. C'est pas énorme, ça correspond à peu près à un peu plus de 2 ans de PIB, donc de production de richesse de la nation. Pourquoi c'est pas plus? Parce qu'en France, l'essentiel de la richesse des ménages, c'est sous forme de patrimoine immobilier. Et puis on n'a pas, contrairement aux États-Unis, un système de retraite par capitalisation. Donc forcément, on a une épargne qui vaut ce qu'elle vaut. On a l'impression qu'elle serait véritablement, qu'elle exploserait aujourd'hui. C'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'on a un taux d'épargne par rapport aux revenus disponibles des ménages qui est à peu près de 15% pour l'année 2020. C'est un point de plus qu'il y a 5 ans. On était à 14%. Mais il y a 10 ans, on était au-delà. On était à 16%. Et puis dans les années 60 jusqu'aux années 80, pendant plus de 2 décennies, on avait des taux d'épargne qui étaient largement supérieurs, qui étaient jamais en dessous de 15%, c'est ce qu'on a actuellement, et qui parfois allaient au-delà de 21-22% par an. Donc on veut nous présenter ça comme l'épargne qui viendrait dans des volumes astronomiques, etc. Je crois que ce n'est pas le cas. Et puis, un dernier mot sur la composition de cette épargne. On la décompose en 3 grands blocs, en gros, à peu près entre 1 500 et 1 800 milliards d'euros chacun. Il y a l'argent déposé sur les comptes en banque. Il y a les produits d'assurance vie. Et le 3e bloc, à peu près de taille équivalente, qui est les actions, on va dire, à la bourse. Et donc, ce que proposent les députés aujourd'hui, c'est d'aller taxer l'argent qui dort dans les comptes bancaires, on va dire. Mais ça mériterait un débat. Parce que ce sont des livrets pour la plupart défiscalisés aussi, c'est important de le préciser. Ils sont défiscalisés, et puis en plus, les banques ont pour obligation de fournir des taux d'intérêt au moins, on va dire positif, donc elles jouent le taux d'intérêt à 0%, sachant qu'elles-mêmes, elles perdent de l'argent à prêter cet argent à des États à taux d'intérêt négatif. Mais ce qui est intéressant, ce serait de poser, et je pense que c'est un enjeu de campagne électorale présidentielle pour le coup, de remettre à plat toute la fiscalité de l'épargne.
à la fois sur les dépôts bancaires, pourquoi pas, sur l'assurance vie, parce que cet engouement populaire pour l'assurance vie, il est du fait d'allègements de fiscalité. Et puis aussi sur l'actionnariat français qui soutient aussi les emplois, les entreprises. Donc voilà, je pense que ce serait temps de mettre à plat un grand débat national sur la fiscalité de l'épargne. Cédric Messina, l'épargne des Français comme clé de la reprise, ce sont les mots de Bruno Le Maire. Est-ce que c'est mettre une responsabilité trop importante sur les ménages français ? Non, je trouve que ce gouvernement, aujourd'hui, s'y attaque. C'est nécessaire. Je crois qu'il y a le fonds de la BPI patriotique qui a connu un succès important, notamment pour lutter sur le capital risque. Ce qu'il faut éviter avant tout, c'est qu'il y ait un report de l'épargne sur la liquidité vers l'immobilier notamment. Ça serait dramatique en fait pour l'économie de demain. Ouais. Il faut inciter toute une génération d'épargnants, on le voit, hein, qui sont plutôt dans un confort depuis des décennies, qu'on les amène vers le capital risque. Il faut leur expliquer que, par exemple, l'action d'Amazon il y a 20 ans était de 9 $ pour atteindre des milliers de dollars aujourd'hui, et que sur 20 ans, c'est l'économie française qui va en bénéficier. Vous dites qu'il faut les inciter à prendre des risques, alors que là, on voit bien que les placements plébiscités par les Français sont bien les placements les moins risqués. Comment les inciter à passer de l'un à l'autre ? Le gouvernement leur a expliqué que l'économie française, la création de valeur, et en fait, il faut maximiser la création de valeur. Tout ce qui va créer de la valeur, il faut qu'il y ait des incitations fiscales, notamment sur l'investissement, et peut-être taxer le reste. Il faut absolument tenir compte de ce qu'on est en train de vivre. Tout à l'heure, on a parlé de Facebook et Amazon. Ça serait dramatique que l'ensemble de l'économie française soit aux mains en fait, des Américains, des Chinois et des autres, et que nous, on perde d'un coup toute notre légitimité. Je vous donne un exemple. Le CAC 40, aujourd'hui, c'est une moyenne de 115 ans. Le Nasdaq, c'est 15 ans de moyenne d'âge. Quand vous prenez Nasdaq, on les connaît tous, hein, les GAFA et les autres. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous comparez, vous avez une Europe, une France vieillissante, une économie assez vieillissante qui ne s'est pas renouvelée, avec une économie qui est assise sur des acquis qui sont l'immobilier, les placements pas risqués, l'assurance vie. De quelle manière on s'attaque à ça sans choquer tout un écosystème ? Mais c'est le moment, en fait. Et effectivement, je pense que c'est une des clés de notre réussite, c'est de se dire quelle incitation on peut mettre pour aujourd'hui que l'épargnant soit un véhicule en fait d'investissement en capital risque, qu'on puisse aujourd'hui pousser une génération d'entrepreneurs à prendre des risques et à créer l'économie de demain. L'État a échoué pour l'instant, Jérôme Mathis, justement, avec ses incitations fiscales, à réorienter cette épargne. Bon, le problème, c'est qu'il y a une volonté populaire. Si on va aller vraiment au fond du sujet, c'est ce dont vous parliez, c'est le soutien à l'activité de l'entreprise, à l'emploi. En France, quand on regarde les chiffres... Par les fonds d'investissement comme celui de BPI France Oui, alors ça peut être par des fonds d'investissement, mais peu importe. Ce qui est insupportable en France, personne n'en parle, parce que c'est un sujet qui est impopulaire. Aucun politique va te dire ça sur un plateau de télé. Mais ce qui est insupportable, c'est à quel point l'épargne a été captée par l'immobilier. Vous regardez les taux de rendement de l'immobilier depuis la création du CAC 40, hein, j'entends bien, parce que beaucoup de médias font la une sur les dividendes mirobolants. Alors c'était les dividendes mirobolants l'année dernière, peut-être qu'on en parlera cette année, c'est des dividendes qui sont revus à la baisse. Mais en tout cas, font la une sur des dividendes mirobolants et tout le monde trouve ça amoral, effectivement, la finance, c'est pas quelque chose de moral, mais personne ne parle de cette plus-value immobilière, mais qui est largement supérieure à celle des actions françaises. Si vous prenez en bassant l'indice du CAC 40, je vais même donner des chiffres qui sont juste avant le Covid, avant la crise. Hein. Eh bien, les actions du CAC 40, quand on regarde même avec dividendes réinvestis, entre la création du CAC 40 et aujourd'hui, juste avant la crise, on avait un doublement à peu près 2,2 de rendement. Donc on avait augmenté, si on avait investi 1 euro, on ressort avec 2,2 €. L'immobilier, c'est 3 à 4 fois la mise initiale dans certaines grandes villes. Donc ça, c'est plus possible. Je pense que si on remettait à plat la fiscalité française de l'épargne. Alors là, si je rajoute, j'avais dit les dépôts, l'assurance vie et l'actionnariat en bourse, si en plus on rajoute l'immobilier, alors là ce serait super parce que ça nous permettrait vraiment de tout remettre à plat. Et ce qu'il faudrait faire en fait, c'est taxer un peu plus l'immobilier et moins le soutien à l'activité économique de nos entreprises. Ce serait ça la solution. Cédric Messina, il faut une grande réforme de l'épargne en France ? Il faut surtout s'y attaquer. Un an avant les présidentielles, c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on disait. Non, mais effectivement, c'est l'immobilier et le secteur refuge, en fait. Il faut éviter qu'il y ait toute une génération qui investissent et qui se disent aujourd'hui, c'est dans le studio ou dans le 3 pièces que je mets dans une ville de province que j'arrive à avoir
une garantie et de faire ma retraite. Je crois que c'est l'idée préconçue qu'on a, mais qui malheureusement est en train de nous faire perdre. Donc, mais quand on sait vers quoi on veut les orienter, comment on fait pour les orienter? Je suis entièrement d'accord, personne ne s'attaque à ce problème-là. Mais de toute manière, c'est la crise sociale qui va s'y attaquer, puisque les gens vont de moins en moins payer le loyer. Et en fait, le problème, c'est que c'est un marché qui va s'effondrer. Quand on va se rendre compte, je crois qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce que des fois, ça sert à faire remonter des informations, il y a toute une série, en fait, de la plaque d'égout. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la plaque d'égout à Paris, à 14 000. Ici, le prix du mètre carré, c'est la plaque d'égout. Ah oui, d'accord. Voilà, donc la plaque d'égout qui fait 1 mètre carré. Qui fait 1 mètre carré, et tout le monde se dit, mais qui va pouvoir se payer une fois que plus personne va pouvoir se payer avec les réserves, forcément, il va y avoir un moment où on va changer de réflexion et généralement d'investissement. Et je crois que l'État s'y emploie avec la BPI, on a parlé du fonds patriotique, avec une souveraineté qui devient nécessaire en fait. C'est de se dire comment on soutient fortement, comment on nos PME françaises. Ouais, comment on nationalise. Alors nationaliser, c'est un terme galvaudé. Quand on parle de souveraineté, de nationalisation, etc., c'est souvent des termes qui sont... pas propre chez nous dans notre langage et culturellement, on n'est pas dans ce type de... Souvent, c'est repli sur soi, etc. Non, il faut se dire qu'il y a un monde qui change, où c'est les États derrière, à la manœuvre. On a parlé des 2 gros exemples, c'est la Chine et les US, mais c'est pareil en Corée, au Japon, etc. Et nous, on doit encourager en fait les tech champions, comme on l'appelle, et pas que. Le développement durable, on est parmi les meilleurs mondiaux. On parle de Suez, Veolia, mais les 2 sont parmi les meilleurs mondiaux en termes d'écologie, qui est l'économie de demain, l'économie de la green tech. Voilà, je crois qu'il y a des leviers, mais clairement, c'est du capital risque. C'est de faire comprendre qu'on peut perdre. Et tant qu'on aura une épargne qui est taxée sur de la rente, on aura perdu. Là, c'est rentrer... et ça, c'est pas dans notre culture, hein, clairement. Hein. C'est plutôt une culture US, de se dire comment, aujourd'hui, on accepte la défaite pour peut-être gagner beaucoup plus si ça marche. Et ça c'est plutôt un choc culturel qu'il nous faut, clairement, que toute incitation fiscale et politique. On va revenir un peu sur le débat qu'on a eu juste avant. Philippe Wechter qui tweet « Comment mobiliser l'épargne des Français, réduisez l'incertitude en accélérant la vaccination. Tant que la durée de la pandémie est l'inconnu, personne ne prendra de risques et l'épargne continuera de s'accumuler. » Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Mathis? Il y a prendre des risques et prendre des risques. Je veux dire, investir par exemple dans des sociétés du CAC 40, ça n'est pas très risqué. Maintenant, c'est sûr que si vous investissez dans une start-up qui dont le secteur d'activité est le voyage de demain, bon là, c'est beaucoup plus risqué forcément. Donc, c'est pas parce que... Et puis, je vais vous dire honnêtement, si on a une perspective très pessimiste, on peut dire que rien n'empêche une banque demain de faire faillite ou une assurance vie demain de faire faillite. Donc, c'est pas parce que on met cet argent à cet endroit qu'il est sûr. Hein. C'est pas du tout le cas. Il est à ce point pas sûr que des fonds de pension américains prêtent de l'argent à la France à des taux négatifs parce qu'ils préfèrent avoir la garantie de la signature française plutôt que de laisser ça que donner cet argent à des banques qui pourraient demain faire faillite. Je ne suis pas en train de dire que ce sera le cas, mais ce n'est pas parce qu'on met notre épargne sur un compte bancaire que c'est sûr. Cette demande des élus donc de taxer plus fortement l'épargne des Français, est-ce que c'est la solution? Non, parce que là, on a besoin de confiance, d'espoir, d'ambition. Et quand on parle de taxes, on parle encore d'affaissement de l'économie, de difficultés à venir. Moi qui milite aujourd'hui, je suis engagé au MEDEF pour cette raison-là, c'est que... Arrêtons les taxes. Non, c'est pas ça. 97%, je crois, du tissu économique français, c'est fait de TPE, PME, de petites boîtes. Donc à un moment, je crois que la réponse, elle sera dans l'entrepreneuriat. C'est une des réponses de demain. 62% des PME aujourd'hui en France n'ont pas de repreneurs, par exemple. Il y a une génération d'entrepreneurs qui va partir et des boîtes pérennes qui vont disparaître parce que à force d'avoir cette vision très administrative de taxes, de lourdeur administrative, on va faire peur aux jeunes. Alors qu'il faudrait ouvrir totalement en fait la vanne à l'entrepreneuriat et de se dire comment on peut inciter que la mamie, au lieu de mettre dans un énième appartement, donne au petit-fils qui reprend la boîte, etc., quand on sort de la fac. Je crois que c'était cette émergence, en fait, qui derrière s'accompagne de bonnes choses, hein, de diversité, de tout ce qui va avec. De soutien au monde de l'entreprise, tout simplement. Nous, on est totalement... Aujourd'hui, on a une économie qui est sclérosée, clairement. Vous prenez les GAFA ou les entreprises de la tech, 60% sont des gens issus de la diversité aux US. Chez nous, c'est 0. Donc, en fait, il y a une vraie réflexion. Il
n'y a pas de fausse réflexion, mais en l'occurrence là, il y a plutôt une ambition à avoir, d'amener de l'espoir et de ne pas, à chaque fois, sortir le spectre de la taxation à outrance, qui, même si parfois elle est nécessaire, mais fait peur et fait ressortir les vieux démons, celui de la création de valeur. Avec la question qui est en filigrane de se dire pourquoi je m'engage, alors que peut-être, si je prends moins de risques, je suis protégé. Tant qu'on gagnera plus dans le service public qu'en montant sa société, de moyenne, on perdra la partie. Même si elle concerne les plus aisés, cette taxation, comme on le disait tout à l'heure, 20% des ménages les plus aisés ont accumulé 70% de cette épargne. Oui, faut-il peut-être même imaginer une fiscalité spécifique aux plus aisés? Ça peut être la question, c'est la question souvent que se posent je crois que c'était le Parti socialiste qui avait déposé un projet de loi de taxer les produits d'assurance vie qui détenaient plus de au-delà de 30 000 euros. L'idée, ce n'était pas tant de renforcer la fiscalité que d'enlever ce qui avait été allégé, puisque finalement c'est bien ça, ce qui a conduit des millions de Français à s'engouffrer dans cette assurance vie, c'était uniquement parce qu'il y avait des allègements fiscaux derrière. On pourrait penser à une aide d'État, mais je pense que typiquement le gouvernement Macron, c'est des sujets qu'il doit bien aimer, c'est potentiellement aider les patrons d'entreprise à proposer des schémas d'investissement à leurs employés, d'investir eux-mêmes dans leur propre entreprise, pour venir soutenir l'activité, et ça permet aussi d'aligner les intérêts au sein même de l'entreprise. Ça peut être très bénéfique pour l'entreprise. Aligner les intérêts de l'employé avec celui de l'équipe dirigeante, par exemple. C'est une des raisons pour laquelle on observe si peu de grèves au Japon. C'est pas tant parce que le peuple est très discipliné, il y a ça, mais il y a aussi que l'ouvrier qui est dans l'atelier chez Toyota à assembler des voitures, eh bien lui, il est actionnaire aussi de sa propre entreprise. Donc il a moins envie finalement C'est une proposition que vous faites au gouvernement, Non, mais je pense, moi je fais pas de politique, mais je pense que de toute façon le gouvernement Macron, c'est ce genre d'idée, il y réfléchit. La question, c'est de comment œuvrer sur les outils pédagogiques pour apporter ça aux Français, sachant qu'il y a une réticence idéologique, mais qui, à mon sens, n'est pas légitime, qui est de dire il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc un employé qui perdrait demain son emploi et son épargne parce qu'il aurait lui-même, il serait actionnaire de son entreprise, surtout, comme vous disiez, le tissu, c'est surtout un tissu de petites et de moyennes entreprises. Donc on pourrait imaginer, effectivement, parfois ça se passe mal, on perd à la fois son emploi et son épargne. Peut-être qu'il faut penser à de la mutualisation entre secteurs, je ne sais pas, peut-être que si notre entreprise est bouffée par un concurrent ou elle est mise à mal par un concurrent, peut-être que ce serait une épargne commune avec le concurrent aussi, ce qui fait qu'on ne perd pas tous ces œufs qu'on aurait mis dans le même panier. Cédric Messina, en tout cas, il faut miser sur les entreprises de notre territoire, les entreprises qui bénéficient, vous le disiez tout à l'heure, à la verdure de notre économie. Ça, c'est important. Selon vous, c'est vers là qu'il faut aller? C'est pas important, c'est fondamental. Je crois qu'on n'a pas encore eu l'impact social. Je crois que pour l'instant, ça se tient entre le chômage partiel, je crois qu'on est autour de 9 millions. Ça a même un peu réduit sur janvier, je crois. Mais forcément, à un moment, je ne vois pas comment, une fois qu'on sera en sortie de crise, une fois qu'on aura remboursé tous les PGE, une fois qu'il y aura le véritable impact, en fait, comment socialement, on ne peut pas ne pas capitaliser sur ce qui fait la ressource et la création de valeur. Pour moi, création de valeur, c'est entreprise, mais pas que, mais c'est surtout l'entrepreneur. Comment un entrepreneur crée de la valeur, crée de l'emploi, et comment on ne capitalise pas sur l'emploi plus que sur le reste. Parce que c'est ça. Et moi, ce qui me désole, je fais partie d'une génération où on est quand même bien élevé, on suit les recours gouvernementaux, on s'investit, on est engagé, mais qui ne comprend pas qu'on ne mise pas davantage et qu'on ne soit pas plus dopant par rapport à cette économie-là. Il y a une action qui est formidable, celle de la BPI, de la Caisse des dépôts, etc., mais il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est le privé aujourd'hui qui ne colle pas, c'est les grands groupes qui ne collent pas. Et comment on génère, en fait, et comment on capitalise là-dessus, comment on valorise l'emploi. Celui qui crée de l'emploi et celui qui ne crée pas de valeur, je crois que l'enjeu est de l'épargne, parce que c'est ce qu'il faut soutenir, et du gouvernement, c'est de différencier celui qui crée de la valeur. Si on s'attaque à cette entité, à cette vigie, en fait, cette économie, je crois que on va se prendre un tsunami dans quelques temps qui va être dramatique pour l'économie française. Moi, j'y crois parce que aujourd'hui, on peut capitaliser sur les forces des jeunes de banlieue, on peut capitaliser sur une nouvelle génération qui a ouvert la tech, sur notre manière de faire. Je crois qu'il y a
Le Français de base, on l'a vu dans le sport, hein, avec les Coupes du Monde diverses et variées, on nous annonçait jamais vainqueur. Là, c'est pareil. Je crois énormément à cette génération dont je fais partie, de tout le territoire, en fait, qui se dit, bon, maintenant, j'entreprends. Mais qui dit entreprendre, dit être protégé, d'y être accompagné surtout, et surtout de pérenniser ce qu'on fait. Je crois qu'à partir de là, on maximisera davantage que le pouvoir politique et administratif qui a pris la main sur l'économie française. Inciter et ne pas taxer aussi, c'est le message qu'on retiendra de ce débat. Merci à tous les deux pour vos éclairages. On termine cette émission par notre rubrique d'ici et d'ailleurs. Plusieurs sujets nous intéressent ce soir. On commence par un coup de gueule, celui poussé par les entreprises du secteur du voyage contre les banques. En cause, les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir des prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Les banques ont considéré que notre secteur était blacklisté, a critiqué ce week-end le président des entreprises du voyage. Il lance un appel à l'aide pour, ce sont ses mots, la survie des entreprises du secteur. Ce n'est pas la première fois que les banques sont interpellées sur leurs responsabilités pendant cette crise. Elles ne jouent pas le jeu, Jérôme Mathis. Les banques ont d'abord une responsabilité, c'est de garantir, de rendre l'épargne à leurs déposants. Donc quand elles investissent ou quand elles prêtent de l'argent avec l'épargne des déposants, leur première responsabilité, c'est de le restituer avec potentiellement un taux d'intérêt. Donc les banques, quand elles sont face à un secteur, celui du voyage, qui malheureusement est véritablement dans la panade, la question c'est, je pense qu'ils disent on veut bien vous prêter, mais quelles sont les garanties d'avoir un remboursement à terme? Et quand ces garanties ne sont pas suffisantes, elles n'hésitent pas à dire non, à refuser cela. Donc, si vous voulez, les banques, il faut comprendre qu'une entreprise, elle a deux moyens en gros de se financer. C'est soit par la dette, soit par l'émission d'actions. Tout ce qui est novateur, moi je pense que vous n'allez pas avoir une banque pour qu'elle vous fasse un prêt, parce que vous êtes dans l'innovation, non mais vous êtes dans des secteurs de l'économie disruptive, et quand vous allez voir un banquier, il ne comprend pas ce que vous lui racontez, parce que lui, il regarde dans son rétroviseur. Pour le faire simple, pour le dire simplement, quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, il va voir son banquier, le banquier a lui-même d'autres restaurateurs qui logent ses comptes chez lui, donc il est véritablement à même de voir si un restaurant peut être rentable dans le quartier. Quand vous venez avec l'idée d'une start-up qui innove, etc., le banquier n'a aucun élément de comparaison, donc il vous ferme sa porte. Là, si le secteur du voyage a véritablement de nouvelles idées, d'une nouvelle manière de pratiquer le voyage selon des modèles disruptifs, il ne faut pas qu'il aille voir le banquier, il faut qu'il aille faire de la levée de fonds auprès de Business Angel, par exemple, ou de VC si ce sont des grands groupes. Et puis, si c'est pour continuer sur le même modèle qu'on a présenté jusqu'alors, moi, je comprends la réticence des banquiers. Je suis désolé pour ce secteur-là, mais on ne voit pas comment les tarifs, enfin les avions, le temps que ça reprenne. On veut aussi, quelque part, instaurer, enfin je dis on veut, je pense qu'il y a une partie de l'opinion publique qui est d'accord pour instaurer une taxe sur les billets d'avion qui reflète l'empreinte carbone d'émissions. C'est pas normal. Les Gilets jaunes, on leur avait bien imposé, enfin les Gilets jaunes, on avait bien imposé aux Français conducteurs de diesel une taxe sur le transport. Pourquoi on n'appliquerait pas une taxe similaire dans l'aviation? Donc je pense que demain, le prix des billets d'avion va augmenter. Ça va quelque part contraindre les voyages en avion à l'étranger, et je peux comprendre que des banquiers n'aient pas toute confiance dans les projets qu'on leur présente. Mais là, on ne parle pas d'investissement, on parle des PGE, des prêts garantis par l'État qui sont garantis à 90% par l'État. Non, je crois que ce qui dicte aussi la décision des banquiers aujourd'hui, ce sont des algorithmes, malheureusement, et que je crois que c'est un segment de marché qui souffra avant, avec une habitude de consommation qui change. Je crois qu'on a tous l'habitude maintenant, je prends mon Airbnb, mon Booking, mon avion en ligne. Et si on ne se différencie pas, c'est compliqué. C'est un marché qui change. Je crois que la crise va accélérer en fait des mutations. Je crois que c'est Ford qui disait, si j'avais demandé à tous mes employés comment ils verraient l'avenir, ils m'auraient dit une diligence avec un moteur. Mais c'est un peu ça. C'est qu'on peut pas, je dis pas qu'on peut pas sauver tout le monde, mais ceux qui vont rester, c'est les agences qui vont réussir à lever des fonds et plutôt à orienter différemment leur modèle économique, à disrupter leur façon de voir, à changer totalement sur des segments de marché qui étaient déjà malheureusement en difficulté. Maintenant, c'est de quelle manière on accélère en fait la mutation de tous ces secteurs en difficulté vers du tout numérique la plupart du temps, et de quelle manière en fait on gère cette casse sociale qui va arriver. La réponse n'est pas dans les banques, elle est plutôt dans la compréhension de la problématique, l'anticipation, parce que c'est clair qu'on voit tous les jours des coups de gueule. Non, mais c'est clair. On n'avait pas besoin de la Covid pour le coup de gueule des taxis avec Uber. Pourtant, c'était arrivé. Voilà, et c'était tout simplement qu'on n'avait pas anticipé une évolution économique.
Elles ont aussi été farouchement critiquées cette année, les assurances. Et la semaine dernière, c'est AXA qui est au centre d'un nouveau revers judiciaire. La justice a condamné l'assureur à indemniser un gérant de 6 restaurants en Essonne pour ses pertes d'exploitation liées bien sûr à l'épidémie de Covid-19. Une décision comme celle-ci peut-elle faire l'effet d'un boule de neige et inciter donc d'autres entreprises à assigner leur assureur en justice, Jérôme Mathis? Je pense bien sûr que ça peut faire jurisprudence. Et ça risque d'ailleurs de mettre les comptes des grandes assurances un peu sur la paille. Bon, je peux comprendre aussi le fait de restaurateurs. Je ne connais pas ce cas précisément, mais il est possible qu'il ait signé un contrat où lui, il avait compris qu'il était assuré sur tel et tel truc. Et puis à la fin, quand il demande à se faire dédommager, l'assureur lui montre un astérisque au bas du contrat qui dit oui, mais exception. Voilà. Donc ça, c'est un classique de l'assurance. Donc moi, je fais confiance à la décision de justice qui a été prise. Mais ce qui est clair, c'est que ça peut faire jurisprudence et que je ne vois pas ce qui empêcherait demain d'autres restaurateurs de se retourner contre leur compagnie d'assurance. Cédric Misséna, ça peut faire jurisprudence? Oui, déjà, on s'aperçoit qu'il y en a qui lisent le contrat d'assurance, en fait. Donc, clairement, c'est un événement majeur, puisque c'est un vieux serpent de mer depuis le début de la crise. Est-ce que les assurances vont être aujourd'hui en soutien notamment les restaurants en difficulté? Moi, je crois que l'assurance se doit aujourd'hui d'être au chevet, en fait, de cette économie, et d'une part par rapport aux bénéfices substantiels qu'ils font, et de l'autre sur effectivement leur appétence habituelle à trouver l'astérisque qui ne vous dédommage pas. Bon, pour une fois que ça fonctionne, on va essayer non pas qu'elle s'effondre, mais qu'elle soutienne l'économie comme il se doit. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de Late & Smart. Cédric Messina, PDG de MyCoach, et Jérôme Mathis, professeur à l'Université Paris-Dauphine et membre de BSI Economics. Merci encore. Merci. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau Late & Smart. Très bonne soirée à tous sur Bismart et à demain.